gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Là, j'attends Mathilde qui doit venir intervenir avec moi pour vous présenter toutes les marques éthiques que j'adore et pour les décrypter avec moi. Elle va m'aider à faire tout ça parce que je suis un peu nulle en décryptage de marques et je trouve que ça peut être intéressant pour vous de déjouer un peu les lois du marketing. On se retrouve directement avec Mathilde pour le reste de la vidéo. A tout de suite les gars. Les gars, du coup on se retrouve avec Mathilde, elle vient d'arriver et on est posé pour commencer la vidéo. Mathilde, si tu veux te présenter un peu. Hello, alors moi c'est Mathilde, je travaille à Paris, j'habite à Lille. Je crée du contenu depuis quelques temps sur la slow fashion, sur Instagram. Et j'ai aussi écrit le livre qui s'appelle Changeons de mode pour sensibiliser les consommateurs à mieux consommer la mode. Je travaille dans l'industrie de la mode pour une marque de luxe en tant que chargée de développement durable. Voilà. Du coup, c'est la personne idéale pour venir nous aider à décrypter mes marques préférées. J'ai sélectionné dans cette vidéo plusieurs marques que moi j'affectionne particulièrement. Aussi des marques que vous m'avez demandé en story Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta parce que souvent pour les vidéos comme ça, je vous demande avant qui vous plairait à vous. Vous pouvez aller aussi suivre Mathilde. Moi je la suis depuis quelques années. Avant je savais même pas que t'étais de Lille, que t'étais comme ça parce que tu montrais pas du tout ton visage et tout. Tu faisais un peu des actus mode que je trouvais hyper intéressantes. Elle décryptait plein de marques et tout. Et au moment où je me suis intéressée à la slow fashion, ça m'a énormément aidée. Donc merci à toi Mathilde. Mais j'ai choisi du coup en premier une marque que je pense que vous connaissez sûrement, c'est Jerf Avenue, qui est la marque de Mathilda Jerf, une influenceuse suédoise que j'adore et qui a lancé sa marque il y a à peu près un an il me semble, un an et demi. Hyper chouette, plutôt intemporelle et qui se veut plutôt éthique, mais du coup on va le voir après si ça l'est vraiment ou pas. Deuxième marque, c'est plutôt vous qui me l'avez demandé. Cela dit, moi j'ai des pièces de Parisienne et alors que j'avais reçues gratuitement il y a un peu plus d'un an. J'avais vu quelques avis un peu controversés sur cette marque, donc vous me l'avez demandé. Moi c'est une marque que je trouve jolie, dans laquelle je ne consomme pas réellement mais que j'aime bien et je trouve que ça peut être intéressant aussi de la décrypter. J'ai mis Minastorm. Pour le coup Minastorm, j'ai reçu des sous-vêtements, c'est plus une marque axée sous-vêtements. Enfin, j'adore les coupes, l'esprit de la marque, les engagements aussi, que ce soit de manière éthique et aussi no bra et tout, vous savez, un peu féministe et comment on dit, inclusif. Je trouve ça cool. Après, je me suis toujours posé certaines questions sur le made in et tout de cette marque, donc on va en parler ensemble, je trouve que ça va être intéressant. Ensuite, j'ai mis Paloma Wool, ça c'est une marque que je suis pareil depuis plusieurs années. C'est personnellement une marque que j'adore et que je consomme. Une marque où je m'étais renseignée il y a quelques temps qui est Made in Spain. Ils ont plusieurs catégories sur leur site où on voit un peu comment les vêtements sont faits. Trop intéressant. J'ai mis pour vous Balzac. Moi Balzac c'est pas une marque que je consomme souvent, à vrai dire. Là j'ai consommé Balzac parce que c'est les 30 ans de ma soeur ce soir et elle voulait un sac Balzac, donc on lui a offert avec ses amis un sac Balzac. J'ai reçu aussi un sweat de leur part il y a quelques semaines qui était en collaboration avec Emmaüs, qui est super chouette. Et pour le coup, eux, ils ont vraiment plein d'informations sur leur site pour savoir s'ils sont éthiques ou pas. Après moi, avec ce genre de site, j'ai tendance un peu à m'y perdre. Quand il y a trop d'infos, j'ai l'impression que c'est en mode pour un peu m'endormir, vous voyez. Donc je sais pas. J'ai rajouté en dernière minute Cézanne. Vous l'avez demandé hier soir un peu en dernière minute. C'est une marque que je pense que vous aimez beaucoup. Moi, est-ce que j'ai déjà consommé Cézanne? Je pense que j'ai jamais consommé à titre personnel. J'avais déjà offert des cadeaux là-bas. C'est une marque qui est très jolie. C'est pas forcément absolument mon style, mais en tout cas pareil, ils ont des engagements plutôt éthiques et écologiques sur leur site. C'est un peu décrié, donc c'est touchy, je sais pas. Un peu toutes les marques que j'avais envie de vous présenter. Ça va être une vidéo, on va essayer de la faire concise, de réduire au max tout en vous donnant assez de matière pour juger par vous-même. Moi c'est un peu la folie et Mathilde c'est le côté raisonnable. Parce que moi en fait je regarde un peu les informations comme ça et je me fais beaucoup avoir par des fois le marketing et je vais pas trop au fond des choses. Toi c'est le côté plus sérieux plus rigide qui parle. Voilà. Non, pas rigide, mais qui sait de quoi elle parle. Je sais, c'est pas grave. L'idée c'est d'être entre nous deux, je pense. Ouais, bah en fait c'est cool d'avoir les deux points de vue et de se faire une idée un peu middle, donc ça va être génial. J'ai décidé de faire cette vidéo en 3 points à chaque fois pour les marques. Le premier ça va être le made in, le deuxième ça va être les matières et le troisième je trouvais ça intéressant
besoin de parler de la saisonnalité. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que les pièces sont intemporelles? Est-ce qu'il y a beaucoup de collections? Du coup, on commence avec Jerf Avenue, les gars. J'ai un peu survolé le site internet. J'avais déjà vu que c'était fait au Portugal. Après, j'en sais pas trop plus. Mathilde, est-ce que tu as des éléments à nous dire sur ça? Alors, effectivement, sur le Made in, il n'y a pas non plus énormément d'informations. Ils indiquent qu'ils sourcent, donc qu'ils achètent la matière et qu'ils font fabriquer en Italie, au Portugal et en Suède. La Suède n'est pas vraiment un pays qu'on voit souvent sur les étiquettes. C'est pas un pays qui est connu pour une législation peu regardante des droits humains. Non, j'ai l'impression que c'est que comme elle est suédoise, ben, elle a fait des trucs voilà, localement, mais je sais pas ce qui est fait réellement en Suède sur son site. Je sais pas, et c'est justement le seul petit souci, c'est qu'on sait pas en fait quelle est la répartition des étapes de fabrication du vêtement. Bon, le gros plus, c'est que c'est quand même un sourcing européen, une fabrication européenne. On sait que le Portugal est très réputé pour son savoir-faire, pour aussi les usines qui sont à taille humaine. L'Italie, c'est pareil. Après, il faut garder toujours en tête que même si on est en Europe, il peut y avoir des excès. Ouais, moi j'ai un truc à dire sur ça parce qu'on m'avait déjà, souvent je partageais des marques qui étaient faites au Portugal en mettant éco-responsable. Et j'ai déjà eu des critiques qui me disaient non mais tu sais pas que le Portugal c'est la nouvelle Chine de l'Europe entre guillemets. Oui, je dirais que c'est plus la Roumanie et la Bulgarie, mais oui, le Portugal est... Déjà, le niveau de vie au Portugal est très bas, enfin le prix de la vie est très bas. Ça permet de faire produire à très bas coût pour les marques. Mais on est quand même sur un sourcing européen, ce qui veut dire aussi qu'il y a moins d'aller-retour entre... voilà, parce que... Après, il y a quand même du coup, il y a quand même une grande distance entre la Suède et le Portugal. Enfin, des fois, j'ai des questionnements sur des trucs, c'est genre des marques américaines qui font produire au Portugal, genre je comprends pas trop. Ils peuvent y faire produire pour un type de savoir-faire, pour notamment sur les métiers, sur les peaux. Tant que la marque ne détaille pas pourquoi et ce qu'elle fait, on ne peut pas savoir en fait, ça reste opaque. Mais il faut savoir que là aujourd'hui on a une nouvelle législation qui est arrivée et c'est le point un peu relou, mais on va quand même parler des fois de temps en temps de la législation dans cette vidéo parce que c'est ce qui permet de comprendre et de cadrer les choses. Aujourd'hui on a une loi qui oblige les entreprises textiles depuis le 1er janvier 2022 à tracer, c'est-à-dire à remonter la chaîne de fabrication de leurs produits et indiquer les 3 principales étapes de fabrication du produit. Ce sera obligatoire et normalement d'ici 2024, tout le monde s'y sera mis en fait. Pour Jerf Avenue, du coup, on devra savoir si quelle étape a été faite au Portugal, quelle étape a été faite en Italie et quelle étape a été faite en Suède. Pour le moment, on ne peut pas s'avancer tant qu'on n'en sait pas plus en fait. Mais du coup, tu dirais que c'est quand même plutôt pas mal qu'elle produise au Portugal et moi je trouve ça cool venant d'une influenceuse aussi grosse. Enfin, après que si elle l'avait pas fait, ça aurait été un peu honteux. Quand t'as une responsabilité comme ça, tu crées ta marque, t'es déjà hyper suivi. Oui, c'est tout à son honneur et de toute façon, ça va tendre de plus en plus vers ça parce que dans l'industrie, en fait, on se réoriente vers ce qu'on appelle un sourcing de proximité. Parce que le problème, c'est que le Covid, il a permis de se rendre compte qu'on dépendait beaucoup de l'Asie sur les approvisionnements des marques, donc les achats de matières, etc. Et donc l'idée, c'est d'essayer de se défaire de cette dépendance, peut-être en rapprochant les productions aussi parce que les consommateurs le demandent. Maintenant, on va parler des matières, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant sur Jerf Avenue parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est écrit sur la page. Vous savez, vous avez toujours une page nos valeurs, et du coup, là, il y a des valeurs qui sont mises en avant. Et moi, je m'étais jamais intéressée vraiment en matière de Jerf Avenue, à savoir que moi, je suis pas une spécialiste, je sais que le polyester, c'est pas terrible. En tout cas, sur la première fiche produit que je suis allée voir, c'était du polyester. Le polyester, oui, c'est une matière en fait qui est issue du pétrole. Donc aujourd'hui, on a des grandes familles de fibres sur le marché, il y en a 3, et parmi lesquelles il y a des fibres synthétiques. Les fibres synthétiques, en l'occurrence, ce sont des fibres qui demandent du pétrole, et on sait que le pétrole, c'est une ressource dont le processus d'extraction est très polluant, etc. En plus, elle se met vraiment énormément de temps à se biodégrader en fait lorsqu'on la jette. Et elle rejette ce qu'on appelle des microfibres plastiques au lavage, etc. Donc vraiment le polyester pose problème à la conception de la matière, enfin à l'extraction de la matière première, lorsque on le fabrique, lorsqu'on en fait un vêtement, et après en fait, une fois qu'il est dans votre garde-robe. Donc l'idée c'est d'essayer de l'éviter quand même, mais malheureusement la fibre représente quand même 65% des fibres produites mondialement. Moi c'est vrai que pour ma marque, comme j'utilise des matières dead stock, par exemple mes pantalons ils sont en polyester, donc après c'est un choix d'avoir utilisé des matières qui existaient déjà, mais c'est vrai que je sais qu'au lavage c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, mais en même temps j'ai envie de dire peut-être qu'il faut aussi faire quelque chose de tout ce polyester qui existe déjà, qui est déjà là.
L'idée c'est de plus en produire du neuf en fait. Je pense qu'on a toujours une situation où il faut essayer d'y voir le positif, il y a du négatif mais il y a quand même un effort qui est fait et en l'occurrence ce que fait Tess, ça fait sens. Après aller fabriquer du polyester vierge, donc neuf, ça aujourd'hui c'est peut-être plus acceptable en fait. Donc à moins qu'il soit labellisé, déjà c'est mieux comme démarche, c'est beaucoup mieux. Mais là pour eux en l'occurrence s'il n'est pas recyclé du tout, ça pose question. Ils disent qu'ils ont du coton bio, mais on n'a pas de label en fait. Donc un label pour un rappel c'est un petit logo donc sur un produit qui vous indique que voilà, qui vous indique qu'il y a bien toutes ces étapes de fabrication qui ont été respectées selon des exigences particulières qui ont été contrôlées par un organisme, etc. etc. Et vraiment, c'est un gage de confiance pour les consommateurs. Le problème, c'est qu'en fait, ils mettent pas leur logo. Dans le coton biologique, il faut que toute la chaîne il y a du faux coton biologique. Voilà, les labels malheureusement ça devient un business. Maintenant tout le monde veut se mettre au coton bio, il y a même Primark qui font du coton bio, sauf qu'il y a plein en fait, de coton bio qui sont pas vraiment bio. Exactement, c'est-à-dire que la quantité de coton bio mise sur le marché ne correspond pas en fait aux capacités de production réelles du coton bio chaque année. Donc il y a forcément des mélanges et des fraudes. Le coton il est peut-être bio, mais la teinture est pas clean et donc du coup ils n'ont pas le droit d'avoir le label. Donc quand vous voyez coton bio sans label, ça veut dire qu'en fait, warning. Il y a une étape qui n'a pas été respectée et qui ne vous donne pas le droit d'avoir... Il y a quand même quelques fibres recyclées. Ah, c'est du Tencel. Ouais, Lyocell et donc ça, c'est une matière... Ça, c'est une matière artificielle, c'est pas une fibre synthétique, c'est pas non plus une fibre recyclée, c'est une fibre en fait qui est issue du bois. Et le Tencel, c'est une matière qui déjà est censée être produite à partir de forêts gérées durablement, parce que des fois on déforeste en fait, donc on dézingue littéralement la nature pour avoir des arbres et en extraire ce qu'on appelle la cellulose dedans et faire des vêtements avec. Donc le Tencel, c'est un processus qui se veut plus responsable, c'est une fibre qui appartient à une entreprise en fait, et c'est tout un processus qui est vérifié et il n'y a pas d'ajout de matière très toxique et très dangereuse, enfin il peut y en avoir, mais ça reste en ce qu'on appelle en circuit fermé, ça veut dire que ça ne part pas dans la nature, c'est pas relâché dans les usines et on réutilise les solvants, donc les produits chimiques. Ça c'est le Tencel, voilà. Donc oui, c'est plus écolo et moi personnellement j'en porte et à cause de mes problèmes d'eczéma, je dors dans du Tencel depuis longtemps parce que c'est la seule matière que je supporte, donc c'est la preuve que voilà, c'est clean, c'est clean je pense pour la santé humaine. Vraiment ce que je trouve intéressant chez Jerf Avenue, c'est qu'ils donnent, voilà, ils fabriquent à la commande. Je pense que c'est quand même intéressant parce qu'en fait ça veut dire que tu es drivé par la commande, par la commande. Donc les gens, si demain ils décident de moins consommer, de faire plus attention, tu vas moins produire. Donc ça en fait c'est un peu un moyen de vous dire les gars, vous avez ça entre vos mains en fait. Oui, ça c'est vraiment. Et en termes du coup de saisonnalité, moi je trouve que Jerf Avenue c'est une marque qui est assez cool parce qu'elle a travaillé sur une collection de basiques intemporelles et elle travaille uniquement en fait sur des pièces qui sont hyper intemporelles. Après en plus c'est vraiment ce que Mathilda porte dans la vie de tous les jours. Par exemple le blazer qui a été genre hyper mis en avant, bah tu peux l'avoir pour toute ta vie et donc ça je trouve que c'est chapeau de sa barre. Elle a retravaillé des pièces du dressing féminin à sa sauce et de toute façon ça marche, sa marque fonctionne hyper bien donc voilà pour Jerf Avenue je trouve que c'est plutôt hyper positif et c'est juste sur les matières où je trouve qu'elle devrait par la suite faire des efforts. Bah c'est sûr, mais après je sais pas quel âge a la marque, quel niveau de revenu a la marque, enfin, il faut aussi lui laisser le temps de se développer. En général on attend finalement des marques qu'elles soient un peu parfaites tout de suite, mais c'est compliqué, il faut toujours faire des sacrifices en fait, on le voit nous de l'intérieur, tu peux pas être bon partout. Ce que dit Tess, je trouve ça super intéressant parce que tu peux avoir une matière moins bien, mais ton produit tu vas tellement le garder longtemps parce qu'il va pas se démoder. Qu'en fait c'est peut-être mieux que faire un truc durable qui va durer 3 semaines et dans ton dressing et dans la tendance. Le seul hic c'est que j'avais vu des TikTok sur des filles qui avaient commenté Jerf Avenue et les coutures étaient vraiment pas propres et donc ça remettait en cause la qualité. Moi personnellement j'ai jamais consommé Jerf Avenue encore, j'aimerais bien faire une vidéo prochainement où je teste la marque donc on verra à ce moment là. Ça reste un peu en stand-by mais j'ai hâte d'en savoir plus sur cette marque. Les gars, on passe à la deuxième marque et j'ai dit 3 mais c'est 2. C'est Parisienne et alors, c'est une marque que vous m'avez beaucoup demandé, qui vous questionne beaucoup. J'ai pu voir sur le site qu'ils mettent en avant
énormément leur atelier parisien. Au début, ils produisaient leurs pulls en Chine, c'est juste ça que j'ai lu, et que maintenant, à Paris, ils ont passé toute la production en France. Le fait qu'on n'ait pas grand élément, ça veut beaucoup, ça veut dire beaucoup en fait. On ne sait pas, on voit juste ce qu'ils fabriquent dans leurs ateliers parisiens. Sauf que moi je me suis noté quelles étapes, toutes, ça veut dire quoi? Ils disent fabrication 100% française. Mais en fait, fabrication 100% française, moi quand je vois ça, je m'attends à ce qu'on ait un peu plus de détails. C'est-à-dire qu'ils nous disent par exemple, notre assemblage vient de là, notre teinture est faite là, nos ennoblissements sont faits ici, les finitions sont là, et l'assemblage final, la confection du vêtement est vraiment aussi en France. Il y a des marques qui le font, qui détaillent vraiment de A à Z ce processus. Donc du coup, le fait que cette quand c'est pas fait, des fois ça attire un peu la curiosité du coup. Voilà, et il faut savoir que la douane en fait encadre cette appellation d'origine et vous n'avez le droit que de déclarer que vos produits sont made in France et de les marquer sur leur étiquette made in France ou fabriqués en France que dans la mesure où la dernière étape très visible en fait de transformation est faite en France. Donc par exemple, vous passez d'un bout de tissu à un vêtement, vous avez le droit de mettre made in France. Ce qui ne veut pas dire que les étapes précédentes ont été faites en France pour autant en fait. La découpe, voilà. La teinture, l'ennoblissement, etc. Donc elle dit fabriquer en France, mais si fabriquer elle veut dire confectionner, on ne sait pas en fait. Donc on aimerait bien aussi avoir plus d'indications là-dessus. D'autant qu'on sait qu'aujourd'hui les producteurs de fils ne sont généralement pas français. Donc on ne sait pas si le fil vient de Chine, ou vient d'Asie, ou il vient d'Europe, ou il vient d'où. On n'a aucune indication là-dessus. Donc pour moi déjà c'est un premier point d'interrogation quoi. Okay. Si vous savez pas, Parisienne alors c'est une marque qui a été créée par Laurie Tillman qui est une ancienne Miss France. Je trouve que c'est bon à savoir aussi parce que c'est aussi une personnalité publique qui a créé sa marque. Elle détaille qu'il y a plusieurs matières qu'ils utilisent qui sont en fibres naturelles comme la viscose, le coton, etc. Et qu'elle utilise aussi des matières en fibres recyclées. Le problème c'est qu'en fait il y a un terme assez trompeur, c'est qu'on nous dit fibres naturelles. Les fibres naturelles ne sont pas moins polluantes pour autant. Une fibre naturelle, ça va être une fibre qui vraiment est proposée telle qu'elle est, par la nature. Donc par exemple le coton, ça va être une fibre naturelle. La laine, ça va être une fibre naturelle parce que ça vient d'organismes qui ont produit ou une plante, ou une graine, ou des animaux, etc. Tandis que, comme on vous disait tout à l'heure, le synthétique, c'est pas très naturel. C'est naturel parce que le pétrole, c'est quand même dans les sols, mais le processus est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de transformation, etc. Donc les fibres naturelles, elles sont pas pour autant moins polluantes, parce que le coton, ça demande, je pense que vous l'avez vu et revu, et voilà, il y a beaucoup de médias qui ont fait leur travail là-dessus ces dernières années. C'est très polluant, ça demande beaucoup de GM, ça utilise énormément d'insecticides, de pesticides, etc. On sait que la fabrication du coton est pas ouf quoi. Et le fait qu'on nous dise fibres naturelles sans nous spécifier que voilà, il y a des fibres qui sont décriées, ça pose question. Il n'y a pas de mal à utiliser des fibres naturelles, mais le mieux là du coup c'est peut-être qu'elles soient ou recyclées ou labellisées bio, même si on sait que ça devient un business aussi. Et en fait il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc il y a la certification Ecotex que vous voyez sûrement beaucoup. C'est ça, elle dit à Primark aussi. Voilà, en fait, la certification Ecotex, c'est pas du tout une garantie environnementale, c'est une garantie que le produit ne va pas nuire à votre peau, que c'est vraiment, c'est un label qui fait attention à la santé du consommateur, donc c'est les substances toxiques contenues dans les produits. Ecotex va plus loin que ça, il a des certifications qui sont intéressantes pour l'environnement, etc. et pour le traitement de la main-d'œuvre derrière, mais là, la certification standard 100 dont elle parle, c'est pas celle qui s'attache. Il y a plusieurs standards sur Ecotex. Voilà, c'est ça. Plusieurs certifications. Voilà, et la plus rigoureuse, elle s'appelle Made in Green, et derrière, on nous dit on a bien des matières comme la viscose, le polyester et le polyamide, donc qui sont des matières cracra pour l'environnement, qui sont pas recyclées, qui sont pas labellisées. Ils s'engagent à replanter un arbre à chaque fois qu'on achète quelque chose, je crois, mais on n'a aucune traçabilité sur ça. Okay. Donc c'est aussi bien de savoir en fait où les arbres sont replantés, parce que là aussi il y a tout un écosystème où on peut aller loin dans le détail, mais c'est pareil, selon l'endroit où vous replantez des arbres, vous pouvez en fait déséquilibrer un écosystème, donc ça va loin. Okay. Mais bon, il y a quand même des démarches et il y a quand même des partenariats avec des assos. Tu vois, je vois Reforest Action, Mort Plastique, WWF. C'est déjà franchement honorable de faire des collabs avec des assos, mais il faut savoir que c'est aussi intéressant fiscalement de faire des collabs avec des assos parce que en fait vous payez moins d'impôts dans la mesure où vous donnez à des assos. On a des collections capsules de 25 modèles, c'est ce qu'elle dit, sauf que du coup combien de prod
Ils renouvellent, ça je sais pas. À quelle fréquence? Et je trouve qu'il y a, pour le coup, sur cette marque, en termes de saisonnalité, et je trouve qu'il y a des collections pour chaque saison. Après, pas autant qu'en fast fashion, mais dans mes souvenirs, dans ce que j'avais déjà vu sur Parisienne et alors, il y a quand même beaucoup de collections qui sont des modèles qui sont pas forcément intemporels, qui s'inspirent beaucoup des tendances fast fashion. C'est à prendre ou à laisser. Moi, je dirais pas que par exemple ma marque elle s'inspire pas de tendances actuelles, et de toute façon, je l'ai déjà dit, j'essaye de m'adapter à ce qui se passe en ce moment et de vous proposer par exemple une alternative plus responsable. Les prix sont quand même assez élevés. Si vous avez des matières qui ne sont pas dead stock, on sait pas vraiment où c'est fait, du coup la traçabilité de la matière, et ne sont pas certifiées, pourquoi du coup ne pas aller acheter en fast fashion? Moi ma question elle est raisonnable. On attend du coup peut-être plus d'exemplarité de cette marque si la personne derrière est très populaire et justement peut se servir de sa voix pour faire avancer les choses. Peut-être qu'elle a déjà fait de son mieux, mais aujourd'hui la vitesse du marché est tellement rapide. Il y a des marques, et on va le voir, qui font beaucoup plus et beaucoup plus loin. Voilà, donc ça pose question. Voilà pour Parisienne et alors. On passe à la marque suivante qui est Minastorm. Minastorm, une marque qui est plus petite, je pense quand même en termes de taille de marque. J'ai voulu la mettre dans cette vidéo parce que moi-même, je comprenais pas tout sur cette marque et j'avais envie d'avoir l'avis de Mathilde. De mon côté, ce que je sais de cette marque, c'est une marque qui est engagée par visibilité, qui se prône du coup écologique et durable. Ils disent un vendu très faible, mais... Oui, on sait pas. Un vendu très faible. Le seul truc qui me posait question, c'est une des seules marques avec qui j'avais accepté de collaborer et de mettre en avant qui faisait hors Europe, et parce qu'elles mettent en avant et elles ne le demandent pas, et elles disent qu'il y a plus de savoir-faire dans ces pays-là. Moi aujourd'hui, ayant du coup monté ma marque qui est 100% faite en France et dans le Nord, j'essaye de faire le plus local possible. J'ai découvert des entreprises à Roubaix, et même des associations, que ce soit Fashion Green Hub et tout, je vous avais montré en story, qui sont incroyables, qui ont des technologies incroyables, des machines pour produire du t-shirt et tout. C'est les seuls à l'avoir dans le Nord par exemple, et ils ont des impressions textiles qui sont écologiques et tout. En fait, il y a plein de trucs à faire en local. Moi je le vois à mon échelle, du coup ça me pose un peu plus de questions sur est-ce la réalité. Je sais qu'il y a quand même, j'en avais parlé avec My Better Self qui a sa marque je ne sais quoi, à ce qui paraît il y a un savoir-faire en sous-vêtements qui est mieux dans certains pays. Ça je sais pas, et peut-être que tu peux m'en dire plus. Alors effectivement, j'ai aussi entendu dire ça. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. J'ai pas de connaissances sur l'underwear. Et si ce n'est en France, je sais qu'on a quand même un savoir-faire sur l'underwear. Je veux dire, on a un pays qui est au contraire très connu pour sa dentelle. Tu vois, donc je me dis... Puis par exemple, là, du coup, Fashion Green Hub, il travaille avec Le Maillot, qui est une boîte du Nord avec qui j'aimerais trop travailler prochainement pour faire des t-shirts et tout. Et eux, ils font du sous-vêtement, que ce soit culotte, brassière et tout, ils font pas de la dentelle, mais voilà. À mon échelle, ce que je connais et ce qui est en local, c'est à Saint-André-les-Îles, juste à côté de Lille. Pourquoi on va chercher ailleurs si sur notre territoire on peut déjà stimuler l'artisanat local, faire marcher l'économie locale, etc. Et oui, du coup, je vous ai pas dit, c'est Tunisie et Maroc. Voilà. Donc c'est les pays du Maghreb. Voilà, et en fait les pays du Maghreb aujourd'hui connaissent un développement qui n'est pas du tout le même que le nôtre, pardon. Ça pose question parce que en faisant quelques recherches sur le salaire vital en Tunisie et au Maroc, sur le salaire minimum, on n'est absolument pas sur les mêmes niveaux de prix qu'ici en France. Et les Tunisiennes se sont plusieurs fois unies pour essayer de protester dans l'industrie, faire valoir leurs droits, parce qu'elles ont connu les mêmes abus qu'on peut entendre en Chine, qu'on peut entendre dans l'Europe de l'Est. Et en fait, ça pose quand même question. Même si on entend moins parler de la Tunisie que de l'Éthiopie en ce moment, par exemple, ça pose quand même question. On voit le niveau de vie qui n'est pas du tout le même au Maroc, en Tunisie, et voilà, pourquoi va-t-on faire produire là-bas alors qu'on... Et à savoir que les sous-vêtements, ils ont quand même pas donné, je vous mets les prix à l'écran, je me souviens plus de tête, mais c'est quand même des sous-vêtements qui pourraient être des sous-vêtements au prix du Made in France. Mais est-ce que je vais me taper en disant ça? Après, peut-être que ça serait un chouïa plus cher, mais pas énorme. Moi, quand je sais les prix du coup aujourd'hui, par exemple, de combien un t-shirt sort chez Le Maillot fait à Lille, je peux vous dire que c'est faisable en France en tout. Et d'autant que les matières sur le site de Minastorm disent matière européenne en fait.
Et matière européenne, pour moi ça veut rien dire. Parce qu'en fait en Europe on produit beaucoup de chanvre, de lin, de matières un peu matières végétales. Pas du stretch. Bah non, et tous les gros producteurs de matières synthétiques qui s'étendent, etc., elles sont surtout en Asie. Moi j'ai du mal à trouver du stretch. Voilà. Donc en fait matière européenne, alors qu'en fait il y a peut-être des données qui m'échappent, hein, encore une fois, je ne connais pas tout et surtout ce marché tellement tentaculaire que c'est difficile de tout suivre. Gros point d'interrogation sur pourquoi telle matière à tel endroit, qu'est-ce que ça veut dire matière européenne. Bah du coup pour Minastorm, malheureusement c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup d'éléments et du coup comme je vous ai dit avec mes expériences récentes, du coup je me pose un peu plus de questions et ce serait cool que Minastorm puisse nous répondre s'ils voient la vidéo. Et du coup sur la saisonnalité par contre, je trouve qu'ils font des pièces vraiment cool qui sont intemporelles. Les sous-vêtements que j'ai de chez eux sont géniaux, en termes de coupe et tout, il n'y a rien à redire. Mais encore une fois c'est des prix assez chers donc je me demande bien du coup ce qui vaut ce prix-là. Si tu dis que les coupes elles tiennent, et c'est quelque chose sur lequel ils mettent l'accent puisqu'ils disent on produit des pièces de qualité avec de belles finitions, tu vois. Il y a des belles finitions mais après moi j'en ai depuis 1 an et tout et il y a certaines coutures qui sont parties. On en revient toujours au même en fait. Est-ce que vous gardez un produit 10 ans mais bon même s'il est cracra de base, tu vois, au final il y a cet équilibre aussi. On peut pas jeter la pierre aux marques qui font pas tout bien si elles font déjà des matières balèzes et qu'elles arrivent à faire des points durs quali sur leur... les points durs c'est toutes les coutures. Moi je trouve que c'est juste, j'en veux pas aux marques qui font pas tout bien, surtout quand c'est des plus anciennes marques parce que transitionner c'est dur, mais sur les marques récentes... Elles sont plus souples en fait pour changer de fournisseur, pour vraiment les process sont pas encore établis et fossilisés en fait, donc elles ont plus de souplesse pour aller chercher d'autres acteurs et s'améliorer, c'est vrai, mais elles ont pas non plus la trésor pour tout faire. Donc tu vois, elles font forcément des choix. On parlait de la fin de vie du produit, mais je vois pas d'action mise en place sur ce plan. Ils ont aussi parlé de la traçabilité de leur matière et ils expliquent qu'ils vont faire en fait une ACV, c'est une analyse de cycle de vie. Ça veut dire qu'on regarde toutes les étapes de fabrication et en fait du produit, on regarde où c'est le plus polluant. Mais ça, en fait, quand on communique sur ça aujourd'hui sur internet, sans dire qu'en fait que c'est une obligation légale, puisque ça va devenir une obligation légale d'ici 2025, on va devoir tous avoir un éco-score en fait sur nos produits. C'est un petit affichage environnemental comme un Nutri-Score. Comme un Nutri-Score, comme vous avez sur les yaourts au supermarché, là c'est pareil en fait dans l'habillement. C'est prévu pour 2025. Dire on a fait ça, on est en avance en fait alors que c'est une obligation légale, bon ça peut poser question. Après, encore une fois c'est du détail, ça c'est vraiment du détail. Mais c'est du marketing et puis des fois, par exemple moi, sur ma marque, je parle à chaque fois, c'est pas du tout pour me mettre en avant, mais c'est juste sur les points sur lesquels j'ai fait attention. Mais par exemple, le côté inclusif, moi je l'ai pas du tout mis en avant parce que j'estime pas, et je sais que c'est fort décrié de dire inclusif quand on va pas jusqu'au 52, 55 ou je sais pas quelle taille qui va encore au-dessus. Mais moi je vais quand même jusqu'au XXL, donc je crois que c'est 48. Il y a plein de marques qui font ces tailles-là et qui se disent inclusifs. Et c'est décrié. Moi j'en ai pas fait un élément marketing parce que du coup j'estime pas que c'est peut-être 100% inclusif, même si ça l'est quand même. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est mettre en avant ce côté marketing alors qu'il n'y a pas forcément besoin et qu'on n'est pas parfait. Après ce que tu peux dire quand tu es une marque, et ce que je trouve vraiment génial, c'est les marques qui ont l'humilité de dire bah voilà ça par contre je le fais pas hyper bien parce que j'ai pas encore les moyens de le faire hyper bien, je dois faire des choix et j'ai fait ce choix et en fait on peut comprendre tu vois. Mais vraiment dire on est très inclusif, dans ce cas faut être parfait. Attends-toi à ce que les gens ils t'attendent au tournant quoi. Enfin voilà, c'est un choix. Et c'est pareil pour l'écologie. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des points cool, des points moins cool et j'espère que sur certains points ils pourront s'améliorer avec les années. Du coup on passe à Paloma Boule. Je vous ai dit que c'est une marque qui est quand même un peu moins connue, mais ils ont quand même fait un pop-up store à Paris très récemment où il y avait plein de hit girls qui allaient, dont moi, comme une grosse chantilly, un gros mouton. Mais bref, ils ont quand même de l'argent pour avoir un pop-up à Paris. C'est quand même une marque qui fonctionne assez bien, je pense, en Europe et même à l'international. Cette marque, du coup, de mon côté, je sais que c'est une marque espagnole, c'est fait en Espagne et ils promeuvent beaucoup l'artisanat espagnol, local. Et c'est vrai que sur les pages de la marque, qui explique les valeurs et tout, on voit quelques photos et quelques infos sur ça. Tout à fait, en fait j'ai envie de vous dire, cette marque elle a choisi ses combats, elle a misé sur le local. Voilà, pour moi c'est
probant. Enfin, quand on arrive sur ce site, c'est la première chose qu'on voit, c'est en fait notre teinturier il est à 60 km de chez nous, c'est bien ça, je crois, notre façonnier il est à 80 km de chez nous, de notre siège. Donc bon, d'un côté ça permet. Moi j'adore cette com, j'adore. Bah, c'est différenciant et puis ça permet aussi à la marque de garder un contrôle aussi sur ses ateliers, de pouvoir visiter ses ateliers de manière spontanée, pas toujours, pas en flicage, mais d'avoir une vraie relation avec ses fournisseurs et faire travailler les gens autour de soi. Enfin moi c'est ce qui me tient grave à cœur par exemple dans la marque, et je trouve que des fois tu vas chercher loin, plus c'est bizarre. Il y a plein de savoir-faire bien sûr que tu peux pas trouver autour de chez toi, mais je veux dire, pourquoi tu fais pas travailler les gens que tu croises et tu vas faire travailler des gens en Chine, parce que c'est moins cher souvent. Mais du coup les choix que tu as fait ailleurs. Oui, voilà. Mais du coup, le fait qu'elle partage beaucoup sur le local, moi, ça me met en confiance de ouf, et je trouve ça hyper éthique en fait. Oui, complètement. Bah là, on est vraiment sur de la marque, même en termes d'empreinte carbone. Je veux dire, le transport qu'il y a entre les ateliers, il est minime en fait. On peut se faire en vélo. À 80 bords en vélo, mais du coup, enfin voilà, pas pour moi, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que cette marque, c'est un peu genre ta marque, avec un positionnement différent et tout, mais elle est dans le même mindset que toi en fait. Et sur les matières, tu dirais? Sur les matières, par contre, j'ai pas trouvé grand chose. Il y a beaucoup de lainage et donc ça a l'air d'être de la laine naturelle, mais après. La laine, c'est forcément naturel du coup. C'est la teinture que tu vas y apposer, c'est le traitement tout ça, etc. Donc, après, c'est pas une marque qui se prône écologique ou éthique ou éco-responsable. Ce que je veux dire, c'est. Moi, j'ai voulu la mettre parce que j'avais vu que c'était fait en Espagne et que je trouvais leur marketing plutôt sympa et intéressant. Mais du coup, il n'y a pas plus d'infos sur les matières. Ce qui peut être mis en question, mais dans la mesure où elle fait des quantités de ouf, quoi, parce qu'encore une fois, elle a quand même ce bon sens de faire marcher son économie locale. Donc bon, est-ce qu'elle surproduit? Est-ce que ces matières ont vraiment un impact par rapport à l'impact social qu'elle génère autour d'elle? Parce qu'on n'en parle pas, mais l'impact social c'est hyper important, et quand vous permettez aux gens d'être rémunérés décemment autour de vous, voilà, enfin bref, pour moi ça fait sens, et sa démarche elle est peut-être perfectible, mais au moins elle s'est vraiment cassé le dos à aller chercher tout autour d'elle, quoi. Grave. Avant-dernière marque, c'est Balzac, les gars. C'est une marque que vous m'avez beaucoup demandé, que je pense vous consommez beaucoup, qui pose de plus de questions parce que, étant donné. Enfin, moi je suis allée sur le site, on n'y comprend rien tellement on se fait noyer dans l'information. Oui, ça a l'air responsable, et d'ailleurs, sur le carton là que j'ai reçu, c'est écrit en gros responsable, tu consommes éthique. Enfin, t'as l'impression vraiment de faire une bonne action quand tu consommes chez eux. Je sais pas ce qu'il en est dans la réalité des choses, et heureusement que Mathilde est là. Je vais vous montrer le carton. C'est écrit « Bravo, vous êtes un client TPR » qui est toujours plus responsable. Je vous montre parce que c'est rigolo. Mais ça, est-ce que de l'encre dans le carton, c'est pas un peu pas trop éco-responsable? Je sais pas. Non mais t'as raison de poser la question, c'est un vrai sujet. On a, c'est emballé dans du papier, il n'y a pas de plastique. Et on a le petit sac. Raphaël, si tu regardes cette vidéo, oui, j'ai déballé ton cadeau avant toi, désolée. Tote bag est en coton recyclé, coton bio. En tout cas, ça c'est de l'encre végétale d'après ce que j'ai compris. L'éthique. Pour toujours plus de transparence envers vous, nous sommes engagés à produire une mode éthique. L'esprit de famille et le cœur de Balzac, Paris, nous permet de développer les relations fortes. Ils disent encore TPR, mais en fait ça veut rien dire. Regarde la matière du sac, elle est faite en quoi? Imaginons que ce soit un cuir. Oui, c'est juste que je sais pas, je sens pas, ou alors j'ai le coco et je sais pas. Ça, c'est un emballage réutilisable en fait. Donc c'est assez intéressant. Après, c'est un dust bag pour tous les sacs un peu de plus de 200 €. Oui, voilà. Mais bon, dans l'idée, c'est bien qu'il soit réutilisable, et peut-être qu'il est fait en coton recyclé, puis sa matière il est assez rêche, j'imagine qu'il est avec des fibres, contient des fibres recyclées. On a le papier derrière ici, qui est un autre ajout d'emballage. On a au total 3 emballages. Ça aussi c'est une vraie question dans le packaging, c'est est-ce qu'il y a un sur-emballage ou pas, est-ce que c'est hyper utile? Le souci c'est ça, c'est comment être minimaliste tout en gardant ton identité de marque. On sait quand on a une marque. Pour le Made in, moi j'ai trouvé des références, du coup je me suis basée sur le rapport RSE de Balzac, donc de responsabilité sociale et environnementale, et qui s'appelle donc Toujours plus responsable. Franchement ils sont hyper honnêtes. 97% de leurs références sont fabriquées dans l'Union Européenne et 3% dans leur atelier en Tunisie. Dans l'UE, est-ce que ça veut dire que les conditions de travail sont hyper intéressantes? Je sais pas. L'Union Européenne contient des pays qui ont malheureusement de grandes disparités de salaire d'un pays à l'autre, notamment la Roumanie, la Bulgarie, qui n'ont pas du tout le même niveau que la France. Ok. Globalement, ils ont un sourcing européen, c'est quand même intéressant.
3% en Tunisie, bon, 3% en Tunisie, on sait que la Tunisie, bon, il y a des plus et des moins, encore une fois. 15 références entièrement fabriquées en France et ils indiquent qu'ils souhaitent doubler le nombre de pièces d'une année à l'autre. Pour leur dernier rapport date de 2020, je crois, donc pour 2021, ils voulaient doubler le nombre de refs fabriqués en France, ce qui est, je trouve, ambitieux et hyper cool, enfin honorable. 44% de leur coton était GOTS sur leur collection Fall Winter 2020. GOTS, encore une fois, c'est super, c'est le coton bio, mais on sait qu'il y a des... Mais après, GOTS, c'est quand même une certification qui est un peu plus sérieuse, non? Ah oui, complètement. C'est un processus quand même rigoureux sur toutes les étapes de fabrication, au plan de la pollution. Il y a des critères donc sur le respect de l'environnement, le respect des humains. Et il faut que toutes les entités qui interviennent dans la chaîne de fabrication soient labellisées en fait pour qu'il y ait GOTS à la fin sur le produit. Eux, ils ont bien le label GOTS, contrairement à Dirf Avenue qui disait coton bio, je crois, et qui ne pouvait pas le prouver. Ils ont des matières certifiées, donc le museling free pour la laine. C'est une pratique qui garantit un bien-être animal. Enfin bref, j'essaie d'aller assez vite parce que c'est vraiment dense. La viscose, elle est labellisée FSC, donc ça veut dire qu'en fait ils ont un processus de gestion durable des forêts, parce que comme on a vu, la viscose, c'est une fibre artificielle, ce qui veut dire que de base on a pris de la pulpe de bois en fait pour faire tout ça. Ils essaient d'avoir les labels les plus rigoureux du marché en fait, donc ça c'est correct. Je pense que c'est quand même une des marques françaises connues qui est le plus, en tout cas, regardante. Oui, et puis ils donnent leurs objectifs d'amélioration aussi, ça c'est hyper intéressant. On peut peut-être être noyé d'infos quand on est un consommateur qui n'a pas l'habitude de tout ce langage. En même temps, je les comprends quoi. Ils se cassent tellement le dos pour bien faire qu'il faut le dire, tu vois. Cuir éco-responsable, recyclé, tanné végétalement ou labellisé Leather Working Group. Bon, Leather Working Group, je sais pas trop ce que ça vaut encore, c'est compliqué. En fait, le cuir, encore une fois, on sait pas d'où il... Enfin, c'est pas qu'on sait pas d'où il vient, mais c'est que un cuir recyclé, on sait qu'on en a pas encore beaucoup sur le marché. En tout cas, tanné végétal, c'est bien. Tanné végétal, je pense que ça c'est super, parce que le cuir, il pose problème pour l'élevage, le pâturage et le tannage au chrome. Voilà, sinon ils ont des tanneries qui sont labellisées, mais sur un label qui, selon moi, a encore des zones d'ombre. Baisse de la part d'élastane, ça c'est hyper intéressant. Ils ont retiré l'élastane de leurs produits. Et pourquoi c'est intéressant, et je tiens vraiment à le souligner, aujourd'hui l'élastane n'est pas recyclable. C'est-à-dire l'élastane c'est la matière qui va faire que votre jean vous pouvez vous accroupir avec sans qu'il craque quoi, et qui suive un peu votre mouvement, c'est le côté stretch d'une matière. Et en fait aujourd'hui s'il y a plus de 5% d'élastane, on n'est pas capable de le recycler parce que l'élastane dès qu'il est chauffé il fond. Non ils font pas, ils crament pardon. Et le principe du recyclage c'est que normalement on fait refondre les matières dans certains procédés et l'élastane ne permet pas du tout ça. Les gars, on a switché sur la caméra de Mathilde, heureusement elle l'avait. Parce que j'ai plus de batterie dans la mienne, on parle énormément. L'appareil de test est un peu mieux, donc je pense qu'il y aura peut-être une toute petite différence de qualité. On parlait de Noyoko et du coup il y a très peu d'élastane je crois dans leurs tank tops qui sont super bien d'ailleurs. Mais l'élastane il y en a partout et en fait vous allez en voir de plus en plus sur les marques inclusives qui disent que justement ils s'adaptent à tous les types de corps et tout parce que justement ça permet aussi de s'adapter aux formes de chacun. Mais il y a un gros problème parce qu'en fait il n'est pas recyclable. Ça pose un vrai problème parce qu'un produit qui est mis sur un marché, ok, mais si un jour il a perdu toute sa forme, sa tenue, son chic et tout, sont tombés, ben en fait si tu peux pas le recycler, t'en fais quoi? Les marques n'ont plus le droit de brûler les invendus ni de les jeter en fait depuis le 1er janvier 2022 je crois. Ça pose une vraie question et les marques sont en train de se dire ok donc là il faut faire des trucs recyclables parce qu'on n'a plus le droit de les brûler, de les éliminer d'une certaine manière. Elles mettent quand même plus de 5% d'élastane pour certaines dans leurs produits. Encore une fois, il faut remettre ça en contexte. Si derrière il y a plein d'efforts qui sont faits, on attend qu'il y ait des nouvelles technologies qui puissent aussi séparer l'élastane et le mettre bien à part parce qu'on n'est pas encore capable de bien le faire. Clairement, quand on peut éviter l'élastane, c'est bien. Et c'est cool qu'ils aient cherché à le retirer de plus en plus. Voilà, c'est ça, exactement. Eux, ils sont à 2% max, et ça c'est super. Ils ont retiré les rivets aussi sur les jeans. C'est les petits clous là qui sont souvent ici sur les jeans et en fait qui sont inamovibles, je crois que c'est comme ça. Et c'est pas possible de les enlever, ça entrave le recyclage et ils sont tellement bien fixés qu'on peut plus les enlever, c'est du gâchis. Donc eux ils les ont enlevés, ce que je trouve hyper bien. Seulement 1% de matière synthétique dans leur matière textile en Fall Winter 2020, tu vois, donc je trouve ça en automne-hiver. C'est super. Un objectif de 15% de matière textile recyclée. Ils expliquent qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas plus de matière recyclée, c'est parce qu'en fait, il y a un problème de qualité. On n'obtient pas la même fibre quand elle est issue du recyclage. Ils questionnent vraiment sur tous les aspects pour que ce soit le plus responsable possible. Pour que ce soit quali, pour que le client derrière est dur et qu'il ait le produit longtemps en fait. Et ça, c'est trop bien. Ils ont justement beaucoup d'actions correctives et un service client très proche des équipes de prod. Et franchement, ça, vous ne le voyez pas de l'extérieur, les consommateurs. Mais rapprocher un service client des équipes de production pour faire remonter en fait ce que disent les clients aux équipes de prod, on ne croirait pas comme ça, mais ça peut être très difficile selon les marques, selon la taille des marques et la communication entre les équipes. Et eux,
visiblement, ils mettent l'accent là-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont une politique d'amélioration continue. Ce que j'aime chez Balzac, c'est qu'il y a une rigueur sur les matières. Voilà. Sincère. Qui m'a l'air sincère, franchement. Ouais. Et il y a aussi une politique d'amélioration. Après, ce que je leur reproche, c'est juste sur la fin de vie des produits. Il n'y a pas de programme de recyclage, il n'y a pas de programme de collecte des vêtements. Il n'y a pas tout ça, donc je sais pas ce que devient le Mais à chaque fois sur le site, ils disent pensez à la seconde main, je sais pas. Voilà. Ils n'ont pas un service aussi, où je crois qu'ils ont Balzac seconde main. Oui, Ce qui est intéressant aussi, c'est sur le fret, sur le transport. Ils ont banni l'aérien. Et ça, c'est très bien. Franchement, je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres notes, mais je pense on peut mettre un pouce vert. Les gars, on passe à la dernière marque qui est Cézanne. On en a beaucoup dit sur Balzac. La Cézanne, on va essayer de faire vite. Mais Mathilde m'a dit qu'on peut aller vite avec Cézanne. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais on va la laisser parler encore. Bah en fait on peut aller vite dans le sens où si vous avez bien regardé tout le précédent, on va vraiment switcher. Du coup les matières, leur coton est biologique, la viscose est certifiée, mais bon, encore une fois, ils utilisent une viscose qui est peut-être certifiée gestion des forêts, mais ce qui pose problème dans la viscose, c'est l'ajout d'un solvant, et donc on ne sait pas si ce solvant il est rejeté dans la nature ou quoi, ou qu'est-ce, donc je ne sais pas s'ils utilisent des fibres plus encadrées, cuir au tannage végétal, chrome free, métal free, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de métal, il n'y a pas de... Enfin, ou du moins le seuil est vraiment encadré. GOTS pour assurer, donc on a bien GOTS, on a RWS pour le bien-être animal. En gros, retenez que pour Cézanne, sur les matières, ils sont rigoureux. Le problème, c'est que le label devient un vrai business, en fait, tout le monde se jette dessus, et c'est la loi de l'offre et la demande. On est sur un rythme qui est censé respecter la nature, mais la vitesse à laquelle va le marché et à laquelle sont produites les quantités pose la question de est-ce qu'on arrivera en fait à avoir des labels qui respectent les conditions de croissance naturelle sans OGM, etc. à la vitesse du marché. Enfin, il y a effectivement une politique de packaging qui avait l'air aussi intéressante, les packagings sont encadrés, sont labellisés, les adresses apparemment des magasins sont alimentées avec l'électricité renouvelable. Là encore, dans un bilan carbone, quand on recense tous les flux émetteurs de gaz à effet de serre de son entreprise, c'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est les matières et le lieu de fabrication, parce qu'en fait, tous les transports entre les différents lieux de confection, de fabrication d'un produit, vont impacter le bilan final. Le Made in, ils font les 2 tiers en Europe et le reste dans le monde. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans l'Union Européenne, et même si on est dans l'Union Européenne, ça ne veut pas non plus dire qu'on a tous les mêmes niveaux de salaire. Et les droits sont pas les mêmes. J'ai déjà vu des pièces Cézanne qui sont faites en Bulgarie et tout. Il y a des rapports qui sortent sur les salaires minimums et vitaux de la Bulgarie et la Roumanie, et la sécurité des travailleurs n'est absolument pas garantie, n'est absolument pas la même partout. Donc encore une fois, ça dépend de quelle relation vous avez avec le fournisseur, est-ce qu'il traite bien, est-ce que c'est une usine familiale, parce qu'il peut y avoir une usine familiale et qui fait les choses de manière clean en Bulgarie. Oui, même en Chine, hein. Mais voilà, c'est ça en fait, il n'y a pas un territoire égal une image. Les salaires moyens du textile sont inférieurs aux salaires moyens de toutes les industries dans ces pays-là en fait. Pour les audits, tout à l'heure Tess me disait oui, ils sont audités sur Balzac, mais en fait les audits, ça ne veut rien dire, dans le sens où vous pouvez faire auditer par un organisme qui n'est pas payé, qui est payé pour le faire. Et l'organisme il n'est pas indépendant, il n'est pas neutre et il ne donne pas un certificat. Il y a beaucoup d'organismes qui vous auditent mais qui ne fournissent pas de certification derrière. Et en fait, la certification, normalement, elle a un échelon de hiérarchie derrière qui check. Tous les maillons sont bien neutres en fait et non, il n'y a pas d'une forme de lobbying en fait derrière tout ça. Cézanne, il travaille avec donc BSCI qui accompagne les entreprises en s'inspirant des conventions de l'Organisation internationale du travail, mais c'est pas certificateur. Il travaille avec SMETA et ICS qui sont des initiatives, et dès que vous avez le mot initiative en général, ça veut pas dire contrainte, tu vois. Quand tu prends l'initiative de faire un truc, t'es pas forcément sous la contrainte, c'est exactement la même chose. Il y a du Made in China, il y a du Made in... C'est vrai que pour le coup, dans ce type de marques qui sont un peu des marques plus chères mais qui sont plus connues, je trouve que Balzac, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus avancés dans les avancées écologiques et éthiques. Nous, de ce qu'on voit à l'extérieur sur le consommateur, pour le consommateur, globalement, c'est quand même visiblement la même chose sur la c'est des coupes et des modèles un peu similaires. On est sur des efforts environnementaux qui sont similaires, je trouve. Par contre, sur l'effort social, Balzac insiste beaucoup plus sur le Made in France et le Made in Europe proche. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques petites différences sur le social. Par contre, aucune des deux n'a labellisé, par exemple, Fairtrade sa production, tu vois, alors que le commerce équitable, c'est un vrai sujet, il y a une vraie rigueur derrière ce label. C'est pas pour faire de la pub à Max Havelaar, mais ils sont vraiment, je pense, très rigoureux là-dessus. Et on n'a pas encore ce genre de label social, donc c'est aussi à nous, consommateurs,
de se manifester quand on a envie que socialement ça suive en fait. Bon bah voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Cette vidéo franchement elle est assez dense, il y a beaucoup d'informations. J'espère que vous l'avez regardée en mode chill chez vous sur la télé ou en train de petit déjeuner. C'est dense pour un petit déjeuner, mais ouais. Mais voilà, que c'était hyper intéressant de voir des avancées techniques, éthiques dans certaines marques que vous connaissez tous. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à vous informer sur le sujet, à vous faire vos propres avis et à vous montrer aussi qu'il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qui est écrit sur les sites parce qu'il y a beaucoup de marketing. Essayez toujours de nuancer les choses. Si j'ai un conseil à donner, c'est une marque ne peut pas tout faire parfaitement. Il faut toujours essayer de voir les combats qu'elle a choisis et malheureusement les concessions qu'elle a dû faire ailleurs. Et pour ça c'est quand même assez bien, et les marques, je pense que Tess est assez suivie pour être écoutée aussi par des marques. Si vous nous entendez, n'hésitez pas non plus à dire ce sur quoi vous aimeriez vous améliorer en fait, parce que ça nous permet nous aussi de savoir ce qu'on consomme et de comprendre. En fait, le plus important, c'est toujours, je trouve que c'est la sincérité, l'authenticité, la transparence. C'est dur à avoir quand tu deviens une grosse marque et que tu décolles en fait. Je comprends Cézanne aussi, tu vois, dans un sens, ils sont passés de petites marques à... Des gros bisous, n'hésitez pas à aller suivre Mathilde sur Instagram et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars. Ciao ciao.